Coucou, Marina, de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo rapide pour revenir sur ce petit challenge qu'avait lancé Olivia, et auquel elle m'avait donc gentiment invité de participer, qui s'appelle 7 jours, 7 livres. Okay, c'est pas elle qui a créé le challenge, mais en tout cas, moi, c'est elle qui m'a invité à le faire. Donc, je voulais juste vous parler des 7 livres que j'ai lus justement durant ce challenge-là. Je ne me souviens plus de l'ordre dans lequel je les ai lus parce que justement, ça fait un petit bout de temps. Je me disais tout le temps, je veux le faire, puis je ne le faisais pas. Donc, you know. Alors, je vais juste vous les présenter et vous dire à peu près de quoi ils parlent. Le premier que je vous présente, c'est celui-ci, Chinua Achebe, Africa's Tarnished Name. Ça va être des essais du professeur donc, Chinua Achebe, où il va expliquer, en gros, son amour pour l'Afrique sans que cela ne lui épargne le droit de critiquer l'Afrique et en particulier le Nigeria. Quand il parle de ce pays, en règle générale, il y a beaucoup de choses négatives qu'il peut dire, mais en même temps, il les contrebalance avec toutes les choses positives qui auraient dû arriver au Nigeria et qui existaient au Nigeria après les indépendances, parce que le Nigeria faisait quand même partie d'un des pays les plus riches du globe, pas juste du continent africain. Et puis, juste après ça, quand eux, ils se disaient justement de là où on ne peut que progresser, on va faire mieux, ils n'ont fait que couler. Déjà, il y a eu la guerre du Biafra, il y a eu la corruption qui a gangréné tout le système politique du pays, il y a eu les assassinats, les meurtres, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ils montrent en très peu de pages, hein, il résume tout ça. Et je recommanderais même pour ceux qui veulent lire beaucoup plus longtemps, avoir beaucoup plus de détails sur ça, un livre, voilà moi, voilà, je ne l'avais pas préparé. Donc, je vais vous montrer celui-ci plutôt, qui est An Image of Africa, qui est aussi une collection d'essais du professeur donc, Chinua Achebe. Et c'est très, très intéressant. Vous avez beaucoup de choses à apprendre de cette petite collection d'essais qui ne fait que 50 et quelques pages, combien? 55 pages, plus précisément. Okay, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai eu à lire Race de Toni Morrison. Il y a des extraits de ces différents romans, pas tous, hein, je vais vous dire lesquels. Et après, il y a des essais. Il y a un ou deux essais qu'elle a écrits par rapport à l'homme orange, quand l'homme orange était à la Maison Blanche. Et elle ne pouvait pas le supporter, ce raciste suprémaciste qui était censé représenter les États-Unis. Donc, elle s'est un petit peu lâchée dessus. Mais en gros, là-dedans, le travail qui est fait, c'est de regrouper différents essais de ses œuvres, notamment L'œil le plus bleu ou Tar Baby, qui parlent vraiment des rapports des Noirs entre eux, des Noirs avec les autres, et de la perception de leur propre négritude, si je peux me permettre. Et c'est franchement très intéressant. C'est très intéressant et d'une certaine manière, vous avez l'impression de lire des nouvelles. Okay? Pourtant, vous vous rendez compte que ce sont des extraits tirés de différentes œuvres de Toni Morrison, mais si vous les mettez ensemble, vous pouvez faire un roman, en fait. C'est juste que les personnages sont différents, mais... Ok, enfin bref, l'idée de base de Race m'a vraiment intéressée. C'est très beau. Et c'est surtout de se remettre dans ces atmosphères-là, de revoir les œuvres, des pièces, enfin, ces extraits qu'on prend d'une œuvre entière, mais qui par elle-même, en fait, tiennent. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est français. C'est-à-dire de se dire que même si on devait se contenter de ne lire que les extraits qu'on a mis là-dedans, on aurait compris quand même une grande, peut-être pas une grande partie, mais une grande raison d'être de ces œuvres-là. Voilà, donc je recommande aussi vivement. Si vous avez déjà lu... Par contre, je trouve que ce serait encore mieux si vous avez déjà lu tout Toni Morrison, ou que si vous avez déjà lu du Toni Morrison. Voilà. Ensuite, j'ai enfin lu Une saison au Congo, la pièce de théâtre d'Aimé Césaire, qui nous parle de ce qui s'est passé un petit peu durant les indépendances, parce que le seul personnage qui garde son nom original dans la pièce, c'est Lumumba. Et je pense que c'est fait exprès parce que Mobutu, qu'il transforme en Mokutu, aurait pu le poursuivre pour ce qu'il a écrit et fait de cette œuvre, parce que la vérité fait mal, la vérité blesse. Okay? Ce que j'ai aimé, c'est le fait que c'est un point de vue externe. C'est pas un enfant du Congo qui écrit, mais c'est un descendant
hein, de ces enfants d'Afrique esclavagisés. Les noms qu'il essaie de modifier un tout petit peu, bon, quand on connaît l'histoire du Congo ou quand on est congolais, on sait. Même Tchombe, même, quand il change les noms des personnages, ouais. Si vous connaissez déjà l'histoire du Congo un petit peu, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous ne la connaissez pas, c'est une bonne découverte. Si vous parlez lingala, les petites erreurs, ça m'enlevait parce que bon, après, ça vient de quelqu'un, comme je l'ai dit, qui ne vient pas du pays, donc qui ne connaît certainement pas la langue et qui se faisait certainement aussi aider par peut-être ses amis congolais lingalophones et peut-être qu'il écrivait ça aussi, comment on dit, phonétiquement. Donc, il n'a pas eu tous les sens il n'a pas eu une maîtrise du lingala. Voilà, c'est pas comme s'il écrivait en créole. Je sais qu'en créole, il aurait maîtrisé, mais là, en lingala, il y avait certaines choses où quand tu lisais, tu disais... peut-être que Mama Kulutu qui voulait dire, c'est peut-être ça qu'il voulait dire, c'est peut-être... Enfin bref, j'étais tatillonne sur des petites choses, mais ça, c'est pas le plus important. Donc, je recommande vivement, ça se lit hyper supra vite, même si je sais que s'il n'y avait pas eu le challenge, je l'aurais lu sur 2 jours, alors qu'en une journée, je l'avais bouclé, quoi. Matinée, en une matinée, j'avais déjà bouclé ça. Ça s'appelle Une saison au Congo et c'est de Aimé Césaire. J'avais attendu de trouver la couverture qui allait me plaire le plus, et c'est celle-là qui me plaisait, avec Aimé Patrice Lumumba en couverture, avec cette fausse carte d'Afrique pratiquement. J'ai trouvé la couverture tellement géniale que j'avais pris. Et en plus, Olivia en avait parlé aussi, elle recommandait vivement. Bon, il y a quelques livres que j'ai achetés à cause d'elle. Oui, moi, je blâme toujours les gens, faut dire la vérité. Celle qui m'a finalement décidé à faire l'acquisition de cette pièce. Et je l'ai prise toute neuve, je ne voulais pas prendre d'occasion. Toute neuve. Ensuite, j'ai lu Fiction de Taban Loli Young. Et comme c'est écrit sur la couverture, Stories by Ugandan Writer, donc je n'ai pas besoin de vous dire d'où il vient, c'est un Ougandais qui a fait cette collection de nouvelles que j'ai adorée. Ceux qui me connaissent savent que j'aime quand il y a une maîtrise de l'oralité, et ça, il va le faire tout le long des histoires qu'il va nous raconter. Ce sont des histoires écrites, certes, mais on retrouve l'oralité africaine. Si vous avez la chance d'avoir des grands-parents qui vous racontaient des histoires autour du feu ou même très tard le soir et qui vous racontaient comment ça se passait dans les ambiances du village, vous retrouvez ça là-dedans. Okay? La seule histoire qui a été un petit peu un bémol pour moi, c'est The Traveler's Tale. C'est une histoire qui aborde le thème du viol. Mais il y a quelque chose qui m'a dérangée parce que j'ai eu l'impression que dans sa façon de raconter l'histoire, il disait que la femme l'avait cherché, qu'elle n'avait eu que ce qu'elle méritait, qu'elle avait eu que ce qu'elle voulait. Et c'est comme s'il fallait se contenter. Le viol, d'ailleurs, c'est une chose bien. Cet homme est venu, il lui a donné ce qu'elle voulait. Et je me suis dit, qui es-tu? Je ne pense même pas que... Au début, je me suis dit, c'est parce que c'est un homme qui écrit, donc c'est peut-être pour ça que ça me dérange. Mais après, à force, je l'ai relu, la nouvelle, pour me dire, mais Marina, non. Même si c'était une femme qui avait écrit cette nouvelle, ça m'aurait posé un problème. Parce qu'il n'y a rien de jouissif, littéralement, dans le viol. Il n'y a rien qui puisse justifier ça, cet acte-là. Et alors que dans toutes les autres nouvelles, la morale était claire, etc. Là, j'ai même trouvé ça ambigu. C'est comme si je me disais, mais peut-être que lui-même, il fantasme de ça. Je sais pas, je sais pas. Donc, je vous recommande, c'est un livre qui est difficile à trouver, bien entendu, parce qu'il n'est plus du tout édité. Mais si vous habitez dans des pays anglo-saxons et que vous pouvez le trouver, ne vous en privez pas, il vaut vraiment le détour. Je pense que l'une de mes nouvelles préférées dans cette collection, c'était pas Fiction, c'était pas celui qui donne son nom au livre, mais... un titre que j'ai du mal à dire, il s'appelle Ododo Pa Opoyo. Ododo Pa Opoyo, Jean Kilich. Et c'est un enfant qui parle en fait. Okay? C'est écrit comme... Il y a comme des retranscriptions des cris d'enfants. Donc c'est très intéressant, c'est très riche. Il y a différentes nouvelles. Hein. Évidemment, vous vous en doutez parce que j'ai dit que c'était une collection de nouvelles. Il y a The Old Man of Asumbura and His Misery. Ça, j'ai adoré. J'ai adoré justement l'oralité. Je ne veux pas tous vous les faire, mais moi, j'aimais, je ne sais pas si vous pouvez le voir, à la fin de chaque nouvelle à peu près, je mettais mes notes pour me rappeler de quoi ça parle et tout ce qui me plaisait. Il y a Stare This Dio qui nous parle des différences, comment s'accepter, comment ne pas se comparer aux autres parce que chaque personne a sa saison dans la vie, bref. Il y a aussi Tumbe,
Guorong's, Tumbe Guorong's Horn Story. Dans ma prise de notes, c'est pour vous dire, j'ai même pas osé écrire en français, tellement, ou même en anglais. J'ai commencé en disant, je ne sais pas si vous pouvez le voir, Kindoki Avisa. Kindoki Avisa dans cette nouvelle, en fait, parce que Kindoki chez nous, c'est la sorcellerie. Okay. Parce que franchement, cette histoire, elle est trop belle. C'est-à-dire que c'est un homme qui commence en disant, oui, moi, je mange les humains. Je viens d'une tribu où on mange les humains. Mais ne vous méprenez pas, c'est pas genre on est cannibale, on n'est pas cannibale, mais nous, avant de manger les humains, tous les soirs, on se transforme en léopard. Et là commence l'histoire. Et oui, vous allez me trouver bizarre, je dis là, la sorcellerie, mais tu aimes ça. Cette histoire était rigolote, mais je sais que dans certains pays d'Afrique, on y croit, et même dans mon propre pays, on y croit, et j'y crois, au fait que les hommes peuvent prendre différentes apparences quand vient le soir pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire, ou pour se venger, ou pour obtenir les faveurs qu'on ne leur accorde pas dans la journée. Il faut vous méfier. Voilà, et il y en a un autre, he and him, et puis il y en a une autre avec, comment on les appelle ces animaux-là, une amitié entre deux animaux, mais qui va mal tourner parce qu'il y en a un qui va commencer à voler le fruit du labeur de l'autre, etc. Donc, on ne se méfie jamais de ses amis, on ne se méfie jamais des gens qui sont vraiment proches de nous. Pourtant, ce sont ceux-là qui nous nuisent le plus. Et ils se font passer en plus pour des anges. Ils font souvent passer leurs mauvais actes pour de l'aide. Genre, j'ai fait ça pour t'aider, mais je savais mieux que je pouvais faire ça pour toi, etc. etc. Donc, franchement, Fictions, ça vaut le coup. J'aime beaucoup, en règle générale, Taban Loliang en novelliste qu'en poète. Parce que j'ai aussi une collection de lui qui s'appelle Frantz Fanon quelque chose. Enfin, dans The African Writer Series, ça ressemble à ça. OK? Ça s'appelle Frantz Fanon's Uneven Ribs. Poems, More and More. Et là-dedans, il y a même des poèmes qui s'appellent The Congolese Songs. Donc, vous comprenez pourquoi je l'aime aussi beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent des Congolais. Hein, on n'est pas tous là, on n'est pas tous comme ça. Mais anyways, bref, je me suis attardée sur Fictions a lot, parce que j'ai beaucoup aimé cette collection, même si, comme j'ai dit, A Traveler's Tale m'est restée en travers de la gorge. Celle-là, non, elle n'est pas passée. Elle n'est vraiment pas passée. Ensuite, j'ai lu Ève de ses décombres de Ananda Devi. Mon Dieu, Ananda Devi. J'avais acheté celui-ci avant même d'acheter Le Sari Vert, et j'avais décidé de lire Le Sari Vert en premier pour des raisons qui m'échappent. Donc j'avais lu Le Sari Vert, et à la fin de la lecture de Sari Vert, je m'étais dit, cette dame est trop. Elle est trop pour moi. Il me faut de... C'est le genre de personne pour qui, vous savez, Didi dit souvent « get your mind right » avant de la lire. Et Ananda Devi fait définitivement partie de ces gens-là, un petit peu comme Edwidge Danticat. Vous ne la lisez pas quand si vous êtes déjà en pleine déprime ou que vous n'allez pas bien, je ne vous recommande pas Ananda Devi. Il faut que vous soyez prête ou prêt, tout simplement, à affronter les univers qu'elle crée, à comprendre les personnages qu'elle crée. Là-dedans, on va suivre une jeune fille en particulier. J'ai même oublié son nom. Ève. Ève de ses décombres, Marina. Ève de ses décombres. Mais en fait, c'est Sadik, son ami, qu'on appelle souvent Sad, qui va ouvrir le bal, en fait. C'est un roman, comment on dit ça, choral, un roman choral où chacun vient pour s'exprimer, vous raconte une histoire. Et là, on vous raconte l'histoire d'une favela à Maurice, à l'île Maurice, et des horreurs qui s'y passent et comment les gens essayent de s'en sortir, comment des jeunes, des petits jeunes même vont tomber dans la délinquance et qu'est-ce qui les pousse dans la délinquance. On va parler aussi d'une histoire d'amour atypique, mais je vais vous laisser, enfin atypique à l'époque, de nos jours. On va suivre le destin de ces enfants qui vivent dans Trou-Marron, ça s'appelle, cette favela. Et chaque enfant va nous raconter son histoire. Même les adultes aussi vont parler de temps en temps, mais vraiment, ceux qui vont nous intéresser, nous, ce sont le groupe d'enfants. Entre celui qui attend que son frère revienne le chercher pour le sortir de là comme il avait promis, mais son frère lui-même, bon, est parti en France. Arriver en France, c'est pas forcément y arriver dans la vie, mais pour beaucoup de gens, quand tu vas en Europe, évidemment, tu as réussi. Les gens ne cherchent pas à savoir comment tu vis, comment tu cherches. Ils s'imaginent que l'Europe, c'est le paradis, alors que c'est même l'enfer, enfin, où se perdent beaucoup
d'âme bien parce que ils y vont avec un projet en tête, ils y vont en se disant moi quand je vais réussir, je pourrai tirer mon frère de la délinquance, je pourrai aider ma mère, je pourrai subvenir aux besoins de ma famille, etc. Mais quand ils arrivent déjà, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela, ils n'ont rien et ils sont obligés parfois de mentir pour faire croire à ceux qui sont restés là-bas qu'ils sont parvenus à faire quelque chose alors que non. Il y a aussi cette fille, Ève justement, qui a une histoire familiale assez trouble, assez douloureuse, avec cet homme qui est son père, mais qui ne parle jamais, qui n'utilise jamais les mots pour s'exprimer, qui utilise plutôt ses coups pour dire ce qu'il a à dire. Il n'a pas à dire grand-chose. Cet homme qui... on voit aussi... En fait, les hommes dans ce roman sont un peu passifs et abusifs. Passifs, dans le sens où ce sont presque des fainéants, mais on sait qu'ils ne sont pas fainéants. C'est qu'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de travail, et donc ils se sentent déjà eux-mêmes amoindris dans leur masculinité, puisqu'ils ne sont plus les garants du... Comment dire ça? Ce ne sont pas eux qui pourvoient pour leur ménage, ce sont leurs femmes qui subsistent grâce à une dernière entreprise qui donne du boulot à toutes ces femmes-là. Mais quel boulot! Elles rentrent chez elles, elles sont extra fatiguées, mais elles rentrent chez des machos qui estiment que même si toute la journée ils sont là assis à ne rien foutre, à ne boire que de l'alcool qu'ils peuvent s'acheter grâce au salaire que ramène la femme, c'est quand même elle qui doit, une fois rentrée à la maison, faire à manger, s'occuper de toute la famille. Et si elle n'est pas d'accord, on la bat parce qu'il faut qu'elle apprenne à obéir, parce qu'il faut refaire l'éducation de la femme. Des choses comme ça. Et ces enfants-là, tous dans Trou-Marron, grandissent avec des modèles, on va dire familiaux, qui se ressemblent à peu près. Il y a aussi ceux qui nient être de Trou-Marron. Parce que même s'ils y vivent, ils se croient supérieurs aux autres. Ils se croient, mais ils se disent que pour nous, c'est temporaire. On n'est pas comme tous ces perdus, ces zinguins-là. On va s'en sortir. Donc, on a ça. On a cette confrontation. Et à un moment donné, il y a aussi la police qui va rentrer en jeu. Il y a cette histoire, une belle histoire d'amour qui finira comme la chanson d'Erita Mitsuko, quoi. Les histoires d'amour finissent mal en général. Bref. Ève de ses décombres. Ève de ses décombres de Ananda Devi. Ça, c'est l'île Maurice. Ensuite, j'ai lu... non, le tout dernier, j'ai lu The Testimony of Steve Biko, Black Consciousness in South Africa. Celui-ci que je vous recommande vivement si vous voulez lire Steve Biko. Je pense qu'il n'a pas été traduit. Il n'a pas été traduit, pourtant c'est le plus complet à mon sens. Avant de lire The Testimony of Steve Biko, j'avais lu I Write What I Like, mais en version française. Attendez, je vais vous le montrer. J'avais lu ça. Conscience noire, écrit d'Afrique du Sud de Steve Biko. C'est la traduction française de I Write What I Like, que je n'avais pas fini quand j'avais voulu le lire, alors que j'avais acheté tout neuf et tout ça, parce que, je ne sais pas si vous pouvez le voir, les écrits font juste mal à la tête. C'est horrible. L'encre bave et tout ça, tout ça. Et comme vous savez, comment l'esthétique a son importance aussi dans mes lectures, j'avais abandonné cette lecture-là. Et quand j'avais commandé celui-ci, justement, je pensais, quand je l'ai commandé en français, je pensais que c'était celui-ci qui avait été traduit. Parce que c'est Conscience noire et que celui-ci, c'est Black Consciousness. Mais quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que c'était I Write What I Like qui avait été traduit. Donc, j'avais lu celui-ci avant de lire celui-là. Et je peux vous garantir que celui-ci, je lui ai donné 5 sur 5 et celui-là, je peux lui donner 15 sur 5. 15 sur 5 ou 45 sur 5 ou 55 sur 5 parce que je trouve que la voix de Steve Biko est bien entendu, puisque c'est la rétranscription totale de son procès, mais pas que, puisqu'à la fin, on a aussi le témoignage, les enquêtes qui ont été menées pour savoir ce qui lui est arrivé, parce qu'au début, la police sud-africaine a voulu nous faire croire que le gars était tombé, comme il faisait croire à beaucoup de gens, quand ils avaient tué tous les Noirs, il leur passait la corde au cou et il prétendait qu'ils s'étaient tous suicidés en prison. Donc pour Steve Biko, il voulait faire croire que le gars était tombé, qu'il s'était cogné, etc. Mais sauf que ses parents ont demandé à ce que le casquette soit ouvert pour que les gens puissent voir comment son visage était tuméfié, comment tout ce qu'il avait... Après, quand ils ont fait l'enquête, ils se sont rendus compte que non, tout ce qui lui est arrivé, il ne pouvait pas se le faire tout seul. Et même s'il était tombé, on ne pouvait pas expliquer les chocs qu'il y avait devant et derrière et sur le côté, etc., etc. Pourquoi il y avait des veines dans son cerveau, enfin des veines qui avaient explosé, pourquoi il y avait des contusions dans son cerveau, beaucoup de choses comme ça. Je ne sais même pas si ce sont les vrais mots en français, hein, parce que le truc est en anglais. Mais il est tellement bon.
Il est tellement... Moi, personnellement, je vous recommande, si vous voulez commencer en fait à connaître l'histoire de Steve Biko, c'est par celui-ci que je vous recommande de commencer. Parce que, aussi parce que durant son procès, vous allez voir à quel point cet homme était brillant. Il n'était pas seulement instruit, il était intelligent. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont très instruits, mais qui sont bêtes comme leurs pieds. Steve Biko était intelligent, et c'est ce qui a fait qu'on puisse le tuer. Parce qu'à cette époque-là, et ça continue hein, en Afrique, on tuait souvent les porteurs d'idées, on tuait les gens qui portaient des idées quand ils sentaient que ces idées-là pouvaient fédérer, et ces idées-là pouvaient réveiller les consciences des Noirs. Et c'est ce qu'il faisait. La conscientisation de l'homme noir en général, c'était son credo numéro 1. C'était un petit peu naïf parce que lui, il croyait vraiment en cette Afrique, Afrique du Sud multicolore, ok? Et ça ne tenait pas la route parce qu'il voulait aussi la liberté économique. Et on sait que les Blancs ne lâcheront jamais leur mainmise, la mainmise qu'ils ont sur l'économie sud-africaine. Et c'est ce qui pose les problèmes aujourd'hui. S'il y a aussi explosion de cette xénophobie, c'est parce que, comme il explique un tout petit peu, les hommes noirs sont émasculés. Les seules fois où ils se sentent forts, c'est quand ils sont face à des, on va dire, à des Africains venus d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ils oublient ce que les autres ont dû faire pour eux. Mais enfin bref, on n'entre pas dans les détails. On va le voir comment il va corriger même, il va corriger les juges qui se pensent plus intelligents que lui sur les problèmes qui concernaient la politique étrangère. Quand l'autre va commencer, enfin le juge, parce qu'on ne dit jamais son nom, ou alors on a dit son nom, mais je m'en fous totalement parce qu'il ne m'intéressait pas. Tout ce que je voulais savoir, c'est ce que Steve Biko pensait. Donc j'ai écouté les questions qui sont d'ailleurs biaisées parce que même son avocat, hein, je trouve que l'avocat de Steve Biko, je me posais des questions, es-tu pour ton client ou... You know, parce qu'il voulait l'emmener dans certaines directions et c'est là où on se rend compte que l'homme était intelligent et qu'il avait vraiment cette vivacité d'esprit qu'ils n'ont pas réussi à arrêter. Parce qu'au début, il a voulu lui faire dire qu'il y avait une idée que Steve Biko défendait très très fort, qui est le one man, one vote. Mais les Blancs d'Afrique du Sud n'étaient pas bêtes. Les Noirs étaient plus nombreux, ils sont toujours plus nombreux en Afrique du Sud que les Blancs. Donc s'il y avait one man, one vote, il y avait peu de chances qu'un gouvernement blanc soit voté par les Noirs, même si ces derniers ont été traumatisés, même on les a brainwashed, ils ne sont pas suffisamment stupides pour aller voter pour un blanc, alors qu'ils ont été réduits pire que de l'esclavage dans leur propre pays. Donc, il voulait lui faire dire que cette idée-là n'avait pas de base, de fondement, n'avait pas de raison d'être, que c'était une utopie, etc. Et il a commencé à parler de la politique du Kenya, par exemple. Et là, il l'a corrigé, parce que le gars déjà se trompait entre Kariuki, entre Mboya, Lui, il l'a refait. Il l'a corrigé. Et quand le juge s'est senti un petit peu insulté parce que c'est un kafir qui le reprenait, un nègre, un noir, qui osait quand même le reprendre, mais parce qu'il répondait à ses questions, il a commencé à vouloir le corriger. Steve Biko lui a simplement dit, écoutez, moi, ce que je le sais parce qu'il y a quand même quelques personnes qui sont venues et avec qui des citoyens du Kenya qui sont venus, avec qui j'ai échangé. N'oubliez pas que notre pays est quand même encerclé. Dans notre pays, très peu d'Africains noirs, même si leur pays est libre, viennent ici. Ils ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà que nous-mêmes, nous ne sommes pas libres. Et que s'ils viennent, on ne fera pas la distinction entre eux et nous. Ce sont des Noirs, point barre. On ne dira pas non, on va le traiter bien parce que c'est un Congolais, on va le traiter bien parce que c'est un Sénégalais ou un Malien. On va toujours le maltraiter parce que c'est un kafir. Donc, s'il est censé, il ne va pas venir ici pour s'installer et parler de la politique de chez lui. D'autant plus que, en lisant d'autres, pas forcément lui, en lisant d'autres, je me rendais compte qu'en Afrique du Sud, on autorisait, par exemple, les fascistes portugais de l'époque à se réunir pour faire leur plan contre l'indépendance de leur empire, quoi, de l'empire portugais. Alors que quand le Frélimo, les gens du Frélimo voulaient se réunir en Afrique du Sud, c'était interdit. C'était interdit. Donc, bref, je suis en train de vous raconter le livre, la vie, tout ça, mais c'est franchement très, très bon. Moi, perso, j'ai adoré. Le seul livre que je ne vous montre pas là, et celui que j'ai lu avant celui-ci, c'est un recueil de proverbes de Mama Hélène Kuzwayo, c'est aussi l'Afrique du Sud, je ne sais pas où est-ce que je l'ai posé, des adages d'Afrique du Sud qui sont en Tswana et qu'elle a traduit en anglais et après elle a donné des petites explications. Donc voilà, 7 jours, 7 livres, c'était le pied pour moi. Ça tombait bien parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu à proprement dit de la fiction. Je ne lisais pas de fiction, je suis vraiment dans ma période
Non-fiction. Et j'essaye. F de Sédécambre, c'était le pied. Fiction de Taboli Liang, c'était génial. J'ai apprécié Une saison au Congo. Race de Toni Morrison, très intéressant. Et bon, non-fiction encore, Chinua Achebe, je ne peux que vous recommander de lire les essais qu'il écrit parce que c'est un bon essayiste, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui utilise sa tête. Tout ce que j'ai lu, je vous le recommande, et The Cream of the Crop, donc Sugar Sugar, c'est celui-ci. The Testimony of Steve Biko. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais d'ici là, portez-vous bien et on se dit dans la prochaine vidéo. Mouah. Bye bye.